Salut à tous et bienvenue dans le podcast Evilda, le podcast où on va aller chercher les meilleurs Head of Sales, Head of Growth de France et d'Europe pour essayer d'apprendre comment ils arrivent à faire exploser la croissance de leur boîte. Ici, on va parler de vente, de croissance, de cash collected, de rendez-vous qualifiés, de chiffre d'affaires. On va pas parler de mindset, on parlera pas de morning routine, on va parler que du concret qui est activable directement pour votre entreprise. De mon côté, je m'appelle Lilian, je suis passionné de croissance depuis des années et à chaque nouvel épisode, je vais aller inviter un expert en développement commercial pour qu'il puisse nous partager ses meilleurs process, ses stratégies, ses leviers de croissance qu'il utilise pour faire exploser les revenus de sa boîte. Pour ce tout premier épisode du podcast, j'ai essayé de frapper fort. C'est pour ça qu'on va échanger avec Frédéric Decointé, VP 16 chez IBM. Et dans cet épisode avec Frédéric, on va parler de vente de haut niveau, de management commercial et de comment arriver à créer et à structurer une équipe sales performante d'année en année. Bref, j'espère que ce premier épisode va vous plaire autant que ça m'a plu de le réaliser et bienvenue dans EBITDA. C'est un grand plaisir, Lilian, d'être invité par toi ce jour pour parler du superbe job qui est Head of Sales. Exactement, VP Sales même. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre Head of Sales et VP Sales ? VP Sales, c'est celui qui a franchi quelques étapes sympathiques au cours de sa carrière, en commençant comme commercial, manager, manager de manager, et puis ensuite vice-président. C'est un job d'exécutive avec une forme de responsabilité très importante au sein des corporations. Alors que Head of Sales, qui est très bien aussi, c'est un premier job de manager d'équipe commerciale. D'ailleurs. Et d'ailleurs, dans la hiérarchie, je me suis toujours demandé, est-ce qu'un VP Sales, question peut-être un peu bête, Je t'en prie. il a plusieurs Head of Sales sous lui ? On dit il va y avoir peut-être des country managers, ou c'est pas du tout comment ça se structure. J'ai jamais été dans une grosse boîte, donc je pose la question. Alors, en fait, c'est passionnant comme question parce qu'il n'y a pas si longtemps, ce qui était important pour des exécutifs ou des grands managers, c'était d'avoir plusieurs autres managers qui lui reportaient pour avoir un maximum de personnes dans ses équipes. Sauf que maintenant, ça a complètement changé parce qu'on est dans un monde transverse, plus complexe, et tu peux être VP Sales, donc avoir des responsabilités énormes en termes de chiffre d'affaires, mais avoir une équipe très réduite. Et à partir de là, tu dois faire en sorte que les autres personnes qui sont spécialisées sur une offre logicielle, une offre matérielle ou une offre de service, eux-mêmes viennent plutôt travailler avec toi pour convaincre ton client que globalement, ton entreprise, enfin mon entreprise, IBM en l'occurrence, apportait de la valeur de bout en bout. Et donc mon job, c'était d'animer ces équipes et de les motiver, que ce soit au niveau international, quand je m'adressais au laboratoire aux États-Unis ou avec les équipes en France, de les motiver en leur laissant penser, à juste titre, que mon client était le plus important pour toute la corporation d'IBM. D'accord, très clair. C'est intéressant parce que ça rejoignait une de mes premières questions. En fait, tu as fait commercial au tout début, après tu as travaillé en tant que manager commercial, puis de la direction commerciale. Au bout de 35-40 ans d'exercice commercial, comment tu te définis, comment tu te présentes déjà aujourd'hui ? Alors moi, je me présente déjà comme une personne qui a essayé de mettre en place un nouveau paradigme, qui était la création de confiance. Alors, création de confiance auprès des dirigeants, parce que quand on travaille chez IBM, il est important puisqu'on représente une part significative de leurs dépenses informatiques et on rend des services incroyables pour qu'eux-mêmes soient successful par rapport à leurs clients ou par rapport à leurs actionnaires ou par rapport à leurs collaborateurs. Donc, il fallait créer cette confiance avec les dirigeants. Et on reviendra peut-être sur des anecdotes ou des parcours qui m'ont permis d'avoir cette chance de créer cette confiance. Et le deuxième élément, qui rejoint un peu la première discussion qu'on a eue là, à l'instant, c'est créer la confiance avec les équipes, dans les équipes et dans l'écosystème. Donc, c'est comment tu donnes confiance aux équipes et à ton écosystème, qu'effectivement, c'est une belle entreprise, il y a des belles offres, il y aura les bons prix, il y aura la bonne rémunération, il y aura tous les outils nécessaires pour ton évolution de carrière. Donc, c'est double confiance qui permet de, je pense, réussir dans un métier de VP Sales. Super intéressant. Et rapidement, avant qu'on rentre un peu dans les premières étapes de ta carrière, les apprentissages, j'avais une petite question. On parle souvent de ce que tu fais actuellement ensemble. C'est-à-dire qu'après 40 ans d'expérience et de travail, tu continues à être très actif. Tu as plusieurs projets, on ne va pas spécialement les détailler. Mais qu'est-ce qui te donne encore envie de faire du sales, faire de la vente, tu vois, dans cette période après 40 ans d'exercice comme ça ? Ah oui, écoute, en fait, quand on a développé autant d'énergie pendant autant de temps, cette énergie, elle m'habite. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé une société qui s'appelle Puissance d'Agir, parce que je crois beaucoup en la capacité d'agir et d'avoir cette puissance personnelle. En tout cas, pour ceux qui la cherchent, c'est extraordinaire de la voir. Et ce qui me passionne, c'est que je pense que la vente, ça ne t'étonnera pas, pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. Bien sûr, c'est parce magnifique. On est pragmatique, on rentre en relation et on arrive à créer de la confiance. Et il y a des résultats régulièrement parce que ça se concrétise par des contrats et puis par un service rendu aux entreprises
J'aime tellement le métier de commercial, il est tellement, Bah, c'est tellement agréable. C'est l'objet de tes podcasts. Je trouve que c'est une excellente idée que de mettre en exergue ce métier, parce que hier, j'étais encore dans un événement avec 300 personnes qui est sous le leadership de Catherine Barba, qui a créé une société qui fait de la formation de vente pour les indépendants. Et ça s'appelle Envie. Et elle aussi, elle est sur ce combat de mettre en exergue toutes les qualités et toute la nécessité de faire de la vente, parce que c'est un très très beau métier et il mérite d'être reconnu et connu. Complètement. Bah, du coup, justement, en parlant du commercial, on va partir au tout début un petit peu de ta carrière. Ouais. On va discuter un peu de tout ça. Du coup, tu as commencé en tant que commercial dans les années 80-90, si je ne dis pas de bêtises. Bravo. À une époque où il n'y avait pas de CRM, tu n'avais pas d'outils IA comme nous, on utilise tous les jours en tant que sales. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as appris du contact client, de la relation commerciale durant cette période-là, qui pour moi, ça aurait été compliqué, tu vois, de passer au papier et stylo avec tous les outils qu'on a actuellement. Qu'est-ce que tu as appris de cette période-là, un petit peu de ces tout débuts? J'ai appris que comme on était dans un monde un peu plus simple, parce que déjà il y avait moins d'offres, en tout cas chez IBM, j'avais la chance sur l'Aquitaine d'avoir la responsabilité des banques et des mutuelles. Et donc les grands ordinateurs IBM représentaient une dépense importante et c'était leur cœur de fonctionnement pour leur informatique. Et puis aussi les distributeurs de billets, c'était important parce que c'était une des offres d'IBM. Donc c'était assez simple parce qu'il y avait 2 offres. Et puis on prenait son téléphone et puis on allait écouter les clients, on allait rencontrer les clients. Et donc il fallait rentrer encore plus qu'aujourd'hui dans une capacité de conviction, de partage et d'écoute en face à face. Et quand on est jeune à 25 ans, parce qu'on est très jeune à 25 ans, n'est-ce pas, Lilian? C'est très vrai. Voilà. On a eu cette chance, ou j'ai eu cette chance à cette époque, d'avoir de grandes responsabilités et de me sentir vraiment responsable du territoire qui m'était attribué. Et comme je pensais, j'avais déjà envie de faire carrière dans cette belle maison, et puis ça s'est plutôt bien passé, il y avait cette notion de vraiment représenter une entreprise et vraiment d'écouter, de s'adapter, et puis de faire en sorte que déjà l'ensemble des autres collaborateurs d'IBM considèrent qu'il fallait bien faire son travail au service des clients. D'accord, très intéressant. Parce que tu as été commercial au tout début pendant 8 ans à peu près, c'est ça? Ou c'était un peu plus la période commerciale? Alors, oui, 6-8 ans. Puis après, j'ai eu la chance assez rapidement, à 31 ans, d'être déjà manager de commercial. Ce qui est fort. C'était de 8 personnes? Oui, à peu près 8-10 personnes. C'était à Paris. Donc là, c'était toutes les banques étrangères et banque Paribas. Et donc là, c'était un job vraiment un peu différent parce que là, tu manages des commerciaux. Donc il faut apprendre à leur faire confiance. Il faut donner confiance à ton propre directeur d'agence parce que le BISC, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse dans un premier temps, c'est combien tu vas faire de chiffres à la fin du mois, bien sûr, combien tu vas faire de chiffres à la fin du trimestre, combien tu vas faire de chiffres à la fin de l'année. Et il faut régulièrement, une fois par mois, lui annoncer qu'on va faire son chiffre. Bien sûr. Et que si on ne le fait pas, il faut lui annoncer qu'est-ce qu'on va faire pour le faire. Et donc, il faut avoir confiance dans ses commerciaux, il faut réussir à convaincre ses commerciaux peut-être d'agir différemment ou d'accélérer leur manière d'approcher la vente et d'être peut-être plus proactifs avec leurs clients, alors qu'eux ont cette notion de prudent, de ne pas s'engager forcément. Et donc, c'est cette adéquation qu'il faut réussir à créer quand on est manager vente. Et de temps en temps, et ce que j'ai appris encore plus tard, de faire des visites communes pour avoir la chance chez le client d'avoir 2 regards au même moment par rapport au client pour ensuite avoir de l'intelligence collective et bâtir une proposition de valeur plus adaptée. Ok, intéressant. Très intéressant. On va repartir après sur la partie manager. Avant ça, alors je ne sais plus si c'est quelque chose que tu m'avais dit ou quelque chose que tu m'avais écrit, mais tu parlais de prendre des initiatives pour convaincre chaque client. Oui. Si je traduis bien la phrase. Qu'est-ce que tu entendais par là? C'est quoi prendre des initiatives pour convaincre un client? Est-ce que c'est pas suivre des processus plutôt dans une grosse boîte? Enfin, moi, c'est l'idée que j'aurais. C'est quoi prendre des initiatives pour convaincre un client? Alors, prendre des initiatives, je vais te raconter une anecdote. Il y avait un client qui avait des grands ordinateurs, donc les mainframes, mais il était à la concurrence. Et ce grand client, j'avais de bonnes relations avec lui, mais pas tant que ça, parce que comme il était à la concurrence, il disait que la concurrence c'était Hitachi, c'était japonais à l'époque. Il pensait que leur prix était nettement inférieur au nôtre, et puis il était satisfait de son fournisseur. Et pour l'initiative, ça a consisté, par exemple, à partir de mi-décembre de l'année, je ne sais plus, dans les années 90, 93, d'aller le voir et de dire au fait, est-ce que vous ne serez pas en limite de capacité? Parce que comme c'était notre logiciel, on avait une vision sur la puissance nécessaire pour faire tourner son entreprise, et c'était une banque. Et à ce moment-là, de commencer à lui dire, moi j'ai envie de vous faire une proposition unsolicited, non sollicitée.
Et sa réponse a été pourquoi pas. Il aurait été pas très malin de sa part de dire non, je ne veux pas une proposition d'IBM. Complètement. Et finalement, on a fait une offre non sollicitée. Puis il a dit, monsieur de Cointet, vous commencez à parce que c'était après Noël, ça commence à. Vous êtes un peu pressant de vouloir me convaincre de changer d'ordinateur. Ok, j'ai fait une main. Et moi, je lui ai dit, écoutez, je comprends, je respecte. Simplement, si jamais il y avait un prix que vous pourriez me donner auquel vous seriez satisfait, qu'est-ce que ce serait qui serait un bon prix pour vous par rapport à cette proposition? Donc, il a réfléchi 24 heures. Il m'a donné un prix. Okay. Je suis allé voir le patron des ventes des grands systèmes. Il m'a mis une rouste parce qu'il n'aimait pas du tout savoir que... il n'aimait pas du tout savoir que le client était prêt à acheter un prix donné qui était peut-être un des meilleurs prix possibles de ce qu'on pouvait fournir sur le marché. Bien sûr. Mais là où il était content, c'est que j'étais potentiellement en train de lui ramener une affaire et surtout de sortir un ordinateur japonais. Donc finalement, il m'a fait confiance. Parce qu'à ce moment-là, ce que te demande le patron, il te dit un truc très simple. Ok, je te donne ce prix que tu as demandé le client, mais est-ce que tu as confiance que le client, quand tu lui donneras ce prix, il va signer? Oui. Donc là, pareil, comme j'étais déjà manager, j'ai pris le risque mesuré de dire oui, ça va le faire. Et la bonne Alors que ça pouvait ne pas du tout le faire. C'est la vie, ça. On prend des risques, on prend des initiatives. Et ce qui s'est passé, ce qui m'a fait le plus rire, parce qu'il nous a donné le feedback la première semaine de janvier, c'est quand le commercial du concurrent s'est pointé chez le client, il a vu qu'il y avait un ordinateur IBM qui était en train d'arriver dans les cartons. Bon, le temps de le faire fonctionner, ça fait un peu de temps. Il a dit, mais monsieur le client, je croyais que vous n'alliez pas changer et que vous n'aviez pas envie de dépenser un peu plus d'argent en fin d'année. Et le client lui a dit, c'est dommage, mais votre concurrent a fait mieux. Beau. Ça arrive. Belle anecdote. Ok, super intéressant. C'est un très bon exemple du coup de prendre des initiatives. C'était une première initiative. Ok. Et tu penses à partir de quand on est commercial, on va dans une bonne boîte, on a beaucoup de processus de vente, des scripts parfois, tout un processus qui est mesuré, qui est fait par le head of sales, le VP, etc. Pour plein de raisons, ça va être processisé et après réplicable. Tu penses que c'est intéressant de sortir régulièrement de ce cadre-là qui est donné pour tenter des nouvelles choses? Est-ce que c'est intéressant de faire souvent quand on est commercial, en fait, de sortir de ce cadre-là? C'est une bonne question, parce qu'effectivement, moi, j'étais un des premiers managers à convaincre mes équipes de rentrer dans un CRM maison à l'époque, avant qu'il y ait les Salesforce ou les Siebel ou autres. Et là, tu te poses une bonne question. Et je pense que si c'est trop processé, si c'est trop par téléphone, compter le nombre de points, le nombre de calls, etc., je ne suis pas certain que le job de commercial tel que je l'entends, d'ailleurs qu'on a appelé ingénieur commercial, donc il faut être ingénieur de quelque chose, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit très attrayant. Par contre, je suis convaincu quand même que quand tu es face à ton client, par rapport à l'objectif qu'on te demande, à toi de créer une initiative, de te dire finalement par quel chemin je dois passer, quel type de client je dois adresser pour être sûr de faire mon chiffre. Et c'est là que je dis qu'il y a la puissance d'agir. C'est que si tu es un commercial exécutant, sous prétexte qu'il y a un CRM, je ne suis pas certain que tu sois un excellent commercial. Si tu commences à te dire, moi-même, j'ai envie, par rapport à ces contraintes, par rapport à ces processus, j'ai envie d'aller lui vendre ça, ce type d'offre. Je vais regarder qu'est-ce qui coûte le plus cher à mon catalogue. Je vais aller chercher la personne qui est la plus à même de me faire confiance. Et souvent, d'ailleurs, plus le contrat sera grand, plus ça va être complexe, mais plus je vais réussir parce que je vais dépasser mes objectifs. Moi, je donnerais ce conseil à un commercial ambitieux d'aller chercher bien au-delà de ce qu'on lui a donné comme objectif, parce qu'en général, il ne voit déjà pas l'objectif. Donc, tant qu'à faire, autant viser bien au-dessus. Ok, très bien. Et du coup, en tant que bon head of sales, bon VP sales, il faut donner des cadres clairs, mais flexibles, ça veut dire qu'il ne faut pas trop processer les choses quand on est VP sales ou head of sales? Quand tu as des commerciaux ou des managers commerciaux que tu as gardés dans ton équipe ou que tu as recrutés, et on reviendra sur le processus de recrutement, et on reviendra sur comment s'assurer qu'on a les bonnes personnes. Mais ces personnes-là, tu as la chance de les avoir parce que justement, si toi, tu sens que tu es un leader et que tu as un rôle de responsabilité dans l'entreprise, parce que tu cherches des leaders. Donc, tu vas au contraire les encourager au maximum à être créatifs, à faire des unsolicited proposals, à faire souvent ce que les commerciaux peuvent avoir des difficultés de faire, c'est de rédiger ce qu'ils imaginent être les besoins du client, d'aller valider que ces besoins existent, plutôt que de les faire répéter une énième fois au client qui va trouver ça un peu, inapproprié de leur demander pour la énième fois c'est quoi tes besoins. Bien sûr. Encore plus aujourd'hui, c'est plus facile
Parce que tu peux demander à ChatGPT c'est quoi la stratégie, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les actualités. Complètement. Faire valider ses besoins et par rapport à ses besoins, de dire monsieur, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant si ces besoins sont confirmés, que pour vous, ce soit intéressant d'acheter quelque chose qui réponde à ces besoins. Et du coup, d'engager la conversation de manière complètement différente que de simplement répondre à un besoin comme on a appris il y a 25 ou 30 ans, il faut répondre aux besoins des clients. Non, moi je pense qu'il faut anticiper les besoins et ça rejoint comment prendre de l'initiative. Ok, bien. Et la boucle se ferme. Et la boucle se ferme. Ok. Et pour presque clore, on va dire, la partie commerciale, même si je pense que ça va revenir de manière lancée, donc c'est normal, ce serait quoi les meilleurs conseils que tu pourrais donner à un jeune sales qui rentre dans une boîte pour devenir le top performer, tu vois, de son équipe commerciale? C'est quoi les quelques éléments qui font que ce serait un très bon commercial et les conseils que tu peux lui donner dès qu'il rentre dans une boîte en tant que sales? D'accord. Alors, normalement, en tant que manager, j'ai appris à plus donner de conseils, mais plutôt de donner des suggestions. Ok. Ça, c'est la théorie. Mais genre, je vais quand même donner des conseils. Parce que je ne C'est-à-dire peux pas m'empêcher. Je comprends. Un peu comme j'ai les clients, je ne pouvais pas m'empêcher de partager mes convictions. Après, ils appréciaient ou ils appréciaient moins, mais voilà. Donc, le premier conseil de quelqu'un qui vient rentrer dans une boîte, et ça, je l'avais appris quand j'étais en Angleterre dans les années 2000, c'est le premier mois, tu interviews toutes les personnes de l'entreprise autour de toi. Pourquoi ? Parce que le premier mois, tu as le droit de poser plein de questions innocentes, de découverte. Et il faut aller voir le PDG, il faut aller voir le DAF, il faut aller voir le patron des ventes, il faut aller voir le patron du delivery, le patron de la maintenance, tout ce qui fait la vie de l'entreprise, surtout ceux qui font la production, etc., etc. Donc tu interviews un maximum de personnes. Tu vas le faire payer des restos à des gens, un peu tout. Pas besoin de payer des restos, tu t'intéresses à eux. Et tu leur demandes une demi-heure de leur temps. Et comme ça, tu t'imprègnes de la culture de l'entreprise. Tu te fais des relations professionnelles que tu pourras solliciter. Parce que quand tu auras un problème de prix, tu iras voir le DAF en lui disant, écoute, voilà. Quand tu auras un problème de delivery, parce que l'appareil ou le service ne va pas être tout à fait à la hauteur des attentes du client, et à ce moment-là, tu iras voir le patron du delivery en disant, écoute, viens donc t'occuper de mon client. Parce que je te rappelle que pour un sales, le client le plus important pour l'entreprise, c'est le tien. Bien sûr. Si tu es convaincu que le client le plus important pour l'entreprise, c'est le tien, tout en étant compréhensif que ça ne peut pas être qu'un seul client pour une entreprise. Mais comment tu défends au sein de ton entreprise, et grâce au fait que tu aies rencontré tout le monde, tu te crées ton réseau. Donc se créer un réseau en interne, c'est important. Il ne faut pas que se créer un réseau en se disant le jour où je quitterai l'entreprise, il faut que j'ai un point de chute ailleurs. Ça, c'est important de nos jours, parce qu'on change souvent de boîte. Mais c'est créer un réseau pour réussir son propre métier. Et la deuxième idée chez les clients, c'est le plus vite possible, pareil, d'essayer de voir tous les niveaux hiérarchiques qui te sont potentiellement accessibles, ne pas hésiter, tout en prévenant les personnes que tu rencontres, que tu vas aller rencontrer leur patron, tout en prévenant le patron que tu vas aller rencontrer encore son patron, et expliquer pourquoi c'est important pour ton entreprise plus que pour toi, de créer comme ça des liens à tous les niveaux d'entreprise à entreprise, parce qu'un grand patron, une fois qu'il t'aura rencontré et que si tu lui organises une rencontre intéressante avec un grand patron de ton entreprise, lui sera très content, parce que de patron à patron, ils auront des choses à se dire, de manager à manager, ils auront des choses à se dire, et les préoccupations des personnes qui sont sur le terrain sont différentes des... Donc, créer un réseau en interne et créer un réseau en externe. Et en externe, ne pas hésiter à s'appuyer justement sur les managers ou les directeurs ou les exécutifs ou ton patron de l'entreprise pour qu'eux-mêmes viennent rencontrer d'égal à égal ceux qui sont aujourd'hui en charge de ton client. Ok. Assez intéressant. Moi, je crois dans ma vue assez étroite, vu que j'ai pas beaucoup d'expérience et que j'ai fait que des petites équipes, on va dire, j'aurais juste dit copie le meilleur commercial de la boîte, fais exactement ce qu'il fait et essaye de doubler son volume d'action. Alors, s'il fait 200 appels, tu sais d'en faire 400. S'il fait 20, on va dire, à visio avec des clients, t'en fais 40. C'est ce que j'aurais dit, moi. Parce que j'ai une vision assez plus... Mais toi, c'est mieux. Non, mais c'est plus complet, en tout cas. Ce que tu évoques, c'est intéressant. C'est la notion de volume et de travailler plus que les autres pour faire la différence. Je pense que j'ai fait partie des personnes qui travaillaient plus que les autres pour faire la différence. Après, d'autres t'auraient dit, si tu travailles trop, c'est que finalement, tu n'as pas suffisamment de capacité de recul pour faire bien ton travail. Et du coup, tu n'es peut-être pas aussi capable d'être synthétique et de prendre du recul et d'avoir ta vie équilibrée pour faire ton chiffre. Donc, attention à cette idée que juste en travaillant plus,
tu vas faire mieux que les autres. Plus d'appels, plus de rencontres, etc. Mais aussi se focaliser sur, je m'assure que derrière, une fois que j'ai fait ces appels, j'ai le temps d'apporter de la valeur, d'apporter de la qualité. Et donc, comme une journée fait que 12 heures, eh ben, si je fais le double d'appels, ça veut dire que j'ai le double de rendez-vous. Ben, par rapport à ça, normalement, je vais passer la moitié du temps par rapport à l'autre vendeur. Ouais. Donc, le ratio, à ce moment-là, n'est pas celui qui est le plus simple immédiatement. Voilà. C'est vrai. Très bonne. C'est un bon conseil. Exactement, très bon conseil. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai plus une vision de volume, on va dire, sur les choses. Et je pense qu'on gardera un petit temps à la fin du podcast pour parler uniquement données, si ça te va. De parler, c'est quoi les KPI que tu regardes quand tu es commercial, quand tu es manager commercial, quand tu es head of sales, quand tu es VP sales. D'accord. J'ai l'impression que tu as beaucoup de décisions qui sont faites avec de la donnée quand même dans les métiers commerciaux. Ou quand tu as pris une décision, c'est tiens, il y a eu combien de ça, qu'est-ce que ça a fait. Et même tu valides l'entièreté de tes hypothèses commerciales avec de la donnée. C'est pas qu'avec un ressenti. Tu en as après, comme toi, 40 ans d'expérience. En tout cas, au tout début, tu te bases plus sur de la donnée pour prendre des décisions. On peut même en parler maintenant, d'ailleurs, avant de parler sur la partie management. Alors peut-être que moi, j'ai eu la chance d'avoir un job très B2B, avec des grosses affaires qui étaient en plusieurs millions d'euros sur des périodes longues. Et du coup, plus que la donnée, c'était véritablement la capacité de l'équipe de créer, d'être innovant et d'imaginer qu'est-ce qu'on mettait comme solution en place pour convaincre un client, plutôt que de faire de l'abattage. Combien j'ai de pipeline, combien est de passes d'identifier en validé, de valider en qualifié, combien j'ai de propositions, etc. Ceci dit, au-delà de faire ces grands deals, là où je te rejoins, plus tu as d'informations sur ton pipeline, parce qu'il n'y a pas que des très grosses affaires, il y a aussi le tout venant qui tombe. Et justement, quand tu manages une quinzaine de personnes autour de toi, il faut s'assurer que cette vente régulière qui est liée à de la relation régulière, elle ait bien lieu. C'est effectivement de mesurer ce taux de conversion entre le pipeline qu'il faut générer et le taux de transformation. En ayant en tête quelque chose d'important, c'est que si à un moment donné, c'est une grosse affaire qui te fait faire la différence, il faut faire attention à ce que le chiffre de pipeline que tu imagines faire ne soit pas complètement démesuré par rapport à l'arrivée. Parce qu'à ce moment-là, ça ne voudra rien dire. Mais le gros avantage du pipeline, et ça rejoint l'initiative et être proactif, c'est d'imaginer que si tu veux faire ton chiffre, voire même le dépasser, il faut générer tant de chiffre d'affaires. Et donc, par nature, toutes les initiatives que tes 15 personnes vont avoir, même si c'est pour des grands deals, les enregistrer dans le CRM le plus tôt possible pour que la somme de chacun soit largement supérieure au grand deal que tu veux signer. D'accord. Et j'ai même vu des fois que sur tout le pipeline, on essaie de faire en sorte qu'il soit x2, x3 ou x4 l'objectif qu'on va avoir. Oui. Imaginons qu'on a un objectif annuel de, je sais pas, 1 million, on va essayer d'avoir un pipeline de 2, 3, 4, 5. C'est ça. Comment tu te positionnes, toi? Est-ce qu'il y a un multiple que tu recherches parfois en termes de pipeline? Alors ça dépendra des métriques qui sont données par les opérations de l'entreprise, qui sont souvent directement liées au DAF. Ça dépendra du territoire. Maintenant, effectivement, la preuve qu'un commercial, vis-à-vis de son manager, il est en train de travailler suffisamment son terrain, c'est justement qu'il soit en mesure, après des visites, de dire « tiens, j'ai une idée et je vais mettre quelque chose que j'ai identifié ». Pour ensuite le processer et puis faire ensuite le travail nécessaire de discuter avec son management. Et le Head of Sales va faire la même chose avec ses managers et le VP Sales va faire la même chose avec les Head of Sales, qu'ils connaissent suffisamment les affaires de manière générale et non pas juste par des chiffres, pour que justement ils soient suffisamment impliqués, voire même de temps en temps en clientèle, au bon niveau. Et j'ai un dernier exemple, par exemple, la dernière année que je travaillais chez IBM, j'ai aidé toute une équipe comme ça à renégocier un contrat. Et à un moment donné, j'ai convaincu les managers, parce qu'on faisait beaucoup de revues en interne, et on décidait de plans d'action en interne en ayant brainstormé en intelligence collective. Un jour, j'ai convaincu les 2 managers qui étaient exécutifs chez IBM. Je dis maintenant, in my humble opinion, c'est à vous d'y aller. Et un jour, ils ont eu ce déclic, ils étaient d'accord. Et après, ils m'ont remercié de les avoir forcés à un moment donné se positionner d'entreprise à entreprise plutôt que simplement laisser les équipes. Donc, pas hésiter non plus, au-delà de tous les chiffres, au-delà de tous les plans d'action que tu peux faire en interne, en tant que manager, head of sales ou VP, d'y aller toi-même, au bon niveau,
pour appuyer et faire en sorte qu'il y ait des relations d'entreprise à entreprise au-delà de relations humaines, homme à homme, pour faire avancer le dossier. Pourquoi ? Parce que les personnes qu'on rencontre dans l'entreprise, elles sont comme toi. Elles ont un certain pouvoir, mais elles n'ont pas tous les pouvoirs. Donc finalement, ça peut aussi l'aider, la personne dans l'entreprise, que tu ailles voir son patron ou le patron de son patron, parce que tu vas débloquer des situations où elle-même se sent enfermée, parce qu'elle a peut-être envie de t'aider à gagner ton affaire, mais peut-être qu'elle n'est pas en mesure d'être écoutée par son patron ou de lui donner des perspectives, ou lui demander de dépenser plus d'argent parce que son patron lui a dit écoute, voilà, on se limite à ce budget, et peut-être que quelqu'un d'autre arrivera à le convaincre que se limiter à ce budget et cette taille d'offre, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour grandir et être successful. Ok, très bien. Et bon, du coup, on l'avait mentionné un petit peu avant, mais tu es passé au tout début commercial à manager. Ouais. Tu as managé, je crois, 8, 50 jusqu'à 100 personnes au bout d'un moment. Alors, oui, c'est ça. En tout cas, à peu près, oui. De plus en plus d'équipes. Ouais. Cette transition entre vendeur et manager, qu'est-ce qui change fondamentalement en fait, dans ta manière de driver de la performance et du chiffre quand tu passes de vendeur à manager ? Il faut simplement, et ça j'ai mis du temps à le comprendre, parce que quand on est jeune manager à 31 ans, on n'a peut-être pas toute cette perspective. Il faut simplement s'intéresser à la carrière et les motivations personnelles et au sens que donne chacun à son travail. Et donc c'est vraiment passer du temps sur la personne, vraiment passer du temps sur son équilibre, pour qu'effectivement tu aies la conscience de ce qu'elle aime faire, de ses limites, de là où elle va elle-même mettre des limites, et voir si ensemble, on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble pour réussir. D'accord. Par exemple, j'ai eu une expérience de quelqu'un qui voulait être muté, il était vendeur, il voulait être muté aux achats à Bordeaux, et un jour je lui ai dit, si tu m'aides, je t'aide. Ça voulait dire, si tu me closes ses affaires, parce qu'il commençait à être un peu démotivé, je t'aide et je te trouverai et je t'aiderai à obtenir ce job à Bordeaux, dans les achats, qui est quelque chose de complètement différent. Bien sûr. Et quand j'ai obtenu le job, parce que j'ai respecté ma parole, il est venu me voir et m'a dit, t'es le premier manager qui effectivement a respecté sa parole et qui m'a aidé. Et ça, j'en ai retenu quelque chose de fort. Alors, et une leçon, c'est que si tu ne t'occupes pas suffisamment d'avoir cette communication avec les personnes, voire même si tu as des soucis de communication à un moment donné, raison de plus de le mettre le plus vite possible sur la table à froid pour créer cette performance et ce dialogue, pour que justement, quand tu es manager, tu fasses en sorte que cette personne, elle se confie, dans le bon sens du terme, pour véritablement se comprendre et s'assurer qu'ensemble, on va aller quelque part. C'est bien, ça rejoignait un peu mon deuxième point, qui est en fait la motivation quand tu es manager, ou surtout toi, où tu allais gérer en fait des commerciaux qui avaient des cycles de vente qui étaient assez longs, qui étaient complexes. Comment tu fais pour garder la motivation en fait de tes commerciaux ? Comment tu déjà vas les motiver ? Comment tu fais pour la garder, on va dire, le plus longtemps possible ? Très bonne question. Alors, en fait, dès le départ, tu as un challenge, parce qu'en début d'année, tu as un challenge énorme qui te paraît complètement irréalisable. Et puis au fur et à mesure de l'année, ce challenge, il n'est pas forcément facile à réaliser. Et finalement, plus le temps passe et plus le rapport entre la taille du challenge et le temps qui reste peut être fort. Ouais. Bon. Donc ce qui est important, c'est de redéfinir en équipe dès le départ et d'être le premier convaincu que ce challenge, on va pouvoir le faire. Donc déjà, à titre perso, il faut se faire sa propre opinion qu'en ayant des initiatives 3, 5, pas trop, un certain nombre d'initiatives, on va pouvoir faire son chiffre d'affaires. Partager cette conviction, partager cet enthousiasme, et à partir de là, exiger, demander à ce que les commerciaux rédigent des propositions. Et en rédigeant des propositions, même s'ils n'ont pas toutes les informations, ça les forcera à aller en clientèle. Et s'ils vont en clientèle, c'est quand même ce qu'aime faire un commercial, c'est passer sa vie en clientèle. Et donc, un commercial qui passe sa vie en clientèle, quand il revient, il a peut-être essuyé des échecs ou des refus, mais par contre, il sera content de réfléchir en intelligence collective. Et à partir du moment où il est en intelligence collective, finalement, au fur et à mesure, il va peut-être commencer à y croire. C'est intéressant. Et mais juste, tu vas reprendre évidemment après, mais t'engages un petit peu tes équipes en leur faisant écrire des propositions que eux, en fait, ça sort de leur tête. Oui. C'est pas quelque chose que tu imposes, c'est quelque chose que tu leur fais faire. Et du coup, je me dis qu'ils sont plus motivés vu que ça vient d'eux directement de leur idée, que ce soit quelque chose qui leur soit imposé, on va dire. Alors, ce qui va être leur idée, c'est de résoudre un problème. Parce que moi, je vais quand même leur demander, je vais quand même leur énoncer je vais quand même leur faire l'énoncé. Voilà. Dans le domaine des matériels, voilà ce que tu dois produire. Dans le domaine du logiciel, voilà ce que tu dois produire. Si tu es un spécialiste en data and AI,
combien de chiffre d'affaires semblerait raisonnable, même si c'est ambitieux, et du coup, quelle serait la valeur derrière le chiffre? Parce que si on arrivait à équiper toute une ligne de business d'une solution AI, vu le nombre d'utilisateurs, vu le prix de la licence par utilisateur, combien on arriverait à faire de chiffre d'affaires? Et effectivement, et après, c'est à eux de commencer à être créatifs pour commencer à l'imaginer. Puis après, il faut qu'on se le partage ensemble. Et quand on se l'est partagé, qui va en clientèle dans un premier temps. Après, peut-être j'irai le soutenir manager à manager. Et puis après, on inscrira ça dans une somme d'affaires pour présenter un dossier global à la direction générale. Et c'est ce dossier global, à ce moment-là, qu'il y aura aussi l'acceptation des équipes chez le client qui permettra au directeur général de prendre la décision parce qu'il verra qu'il y aura plusieurs entités chez lui qui auront acheté le principe. Et finalement, il comprendra qu'il prend peut-être un risque à dépenser plus d'argent que ce qu'il avait prévu. Mais finalement, l'ensemble de ses collaborateurs chez lui, une fois qu'il aura dépensé cet argent, ils seront d'accord de le mettre en œuvre au service de son entreprise. Et j'ai une anecdote, c'est comme ça qu'en septembre 2022, on était très en retard sur notre chiffre. Donc j'étais arrivé début septembre, regonflé par les vacances et un peu reposé. Et j'ai annoncé à tout le monde qu'on allait faire ce chiffre et je voyais un chemin pour le faire. On a exécuté un plan et quand on a signé, j'ai, très intéressant, une amie professionnelle, vice-présidente aussi dans une autre division, qui participait à l'exercice parce qu'elle avait aussi des parties de ses activités qui faisaient partie du deal global. Elle m'a dit, Fred, je dois t'avouer un truc, j'avais rien dit, mais quand tu t'es pointé en septembre en disant qu'on va y arriver, j'y croyais pas. Voilà. Donc cette motivation, elle vient aussi du fait que tu vois tes collègues qui travaillent. J'ai un autre exemple, pendant le Covid, lockdown, mars, à fin juin, je voulais re-signer un grand contrat avec le Crédit Mutuel. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé ce qui n'existait pas. On faisait des calls, 15 personnes, toute la journée. On a commencé à convaincre le client que c'était aussi important de rentrer dans une gouvernance. Donc régulièrement parler avec le client qui lui-même était lockdown. Donc on a mis en place le fait que finalement le client, souvent les clients ils te disent oui, on verra plus tard quand est-ce qu'on a rendez-vous. Et là, c'était, ok, on se fixe des dates déjà. Alors aujourd'hui, ça paraît logique. Mais à l'époque, c'est à l'époque, il y a 5 ans, tu définissais des discussions par téléphone, en vidéo. Et là, quand tu avais 15 personnes, alors après, tu segmentais, etc. Et au fur et à mesure, en 2 mois, on a monté une proposition de valeur suffisamment importante. Alors des fois, on se comprenait, des fois, on ne se comprenait pas, parce que par vidéo, c'est quand même pas pareil qu'en face à face. Bien sûr. Mais mine de rien, le 19 juin 2020, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de masque. On avait rouvert la France. On a fait une seule visite à Strasbourg. Et cette visite à Strasbourg, c'était pour signer un contrat de 500 pages. Ce qui est sympa. Parce qu'on a créé une dynamique. Et cette dynamique, c'est la même. C'est-à-dire c'est une dynamique où les personnes, de toute façon, il valait mieux qu'elles aient un travail, il valait mieux qu'elles aient une activité, il valait mieux qu'elles aient leur cerveau occupé à faire quelque chose, par rapport à d'autres équipes qui, malheureusement, se retrouvaient dans des situations où ils ont commencé à tourner en rond pendant des jours et des jours. Ok, génial. Et pour rentrer vraiment dans la partie pratique de quand tu es manager, tu parlais de l'importance de la communication régulière, transparente avec tes commerciaux quand tu es manager. Ouais. Comment tu structures ça sur une semaine? Est-ce que tu fais des calls, on va dire, à plusieurs ou des réunions à plusieurs à certains moments? Est-ce que tu fais des one-to-one réguliers? Si oui, à quelle fréquence? Vraiment dans la partie pratique d'un agenda d'un bon manager commercial, comment ça se structure? D'accord. Alors il y a deux éléments majeurs. Il y en a un, c'est le business, et l'autre, c'est les personnes. Sur le business, perso, c'était une fois par semaine. À peu près 1h30 à 2h, parce qu'il y a à peu près 15 personnes qui se connectent. Et tu revois la totalité du business, vu la taille de ce que j'avais comme business à manager. Bon. Donc ça, et puis alors là, c'est pareil. C'est un enjeu, c'est de faire venir maintenant les gens en face à face, parce que je suis un partisan du face à face. Et tu vois, ce podcast en face à face, c'est quand même une autre aventure que si on avait été chacun derrière un écran en vidéo. Bon. Donc ça, c'est business, une fois par semaine. Par contre, après, il faut mettre en place un rituel de se parler de manière formelle une fois par 6 mois, pour justement refaire un bilan. Qu'est-ce qui se passe bien? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et puis après, il y a le réglementaire, parce que la loi t'oblige, tous les 2 ans, à faire des entretiens individuels. Donc ça aussi, d'une certaine manière, les RH te rappellent que si tu n'y avais pas pensé, il faut rencontrer tes collaborateurs pour s'assurer aussi qu'il y a justement un équilibre aussi de vie entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et puis justement, c'est intéressant pour l'entreprise
que régulièrement on remonte les aspirations, parce que quelqu'un qui veut progresser dans l'entreprise, il faut qu'on le fasse savoir à la RH ou à ton propre manager. Donc il faut aussi encourager les personnes qui veulent progresser à se faire connaître. Peut-être qu'on leur demandera des certifications, peut-être qu'on leur demandera de se former, peut-être qu'on les invitera à des événements particuliers pour les futurs managers et les grands talents. Mais rien ne se fait tout seul. Donc un conseil que je donnerais à un talent qui se sent talent quand il rentre dans une entreprise au bout de 5 ans, c'est de faire cette capacité de décrire aussi pour lui ce à quoi il aspire. De le partager avec son manager, de le partager avec le manager de son manager et de le partager avec la RH. Parce qu'un des meilleurs amis de ceux qui font ta carrière, c'est la RH. Et oui, mais ça, on n'y pense pas souvent. On pense que c'est le manager. Mais le manager, lui, va aller voir la RH. Il y a d'autres managers qui vont aller voir la RH. Et chacun va dire, moi, mon poulain, il est nettement meilleur que le tien. Donc, il faut avoir des bonnes relations avec la RH aussi. Donc, il faut avoir des bonnes relations avec la RH. Et que la RH, elle doit se faire des idées sur chacun des collaborateurs pour promouvoir les meilleurs. Si tu as l'occasion de créer une relation, toi, perso, avec la RH, il n'y a rien de mal à ça. Bien au contraire. J'y aurais pas pensé, tu vois. Bien au contraire. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir une bonne relation avec la RH, comme tu auras une bonne relation avec le PDG de la boîte. Ok, bon, super intéressant. Mais vraiment, j'aurais pas pensé à la partie RH, tu vois. Je me serais jamais dit. Moi, dans ma tête, ça aurait toujours été être très bien avec son N+1, être encore mieux avec son N+2, oui. Et tout donner. Sauf que la RH, dans une entreprise, c'est elle qui aide le dirigeant à prendre les décisions autour de la gestion des talents. Donc, la RH, elle va avoir un avis. Elle va aussi mettre en perspective ce que vont dire les deux managers qui vont dire « Non, mais mon poulain, il est nettement meilleur que le tien. » Ah oui, mais si tu en as deux qui te disent... C'est comme un client qui prend une décision pour une affaire. Il va avoir un concurrent, il va avoir IBM. Donc, il y a bien quelqu'un qui va lui dire « Toi, dirigeant, je t'aide à choisir entre le concurrent et IBM. » Voilà, donc chez un dirigeant, c'est la RH qui joue ce rôle de conseil, advisor, arbitre peut-être pas, mais qui va gérer les talents. Ok, très bien. Les pauvres RH, ils vont voir un nombre de jeunes talents débouchés. Exact. Tous les commerciaux ils vont faire « Oh, on veut trop être amis avec vous. » Et sur cette partie-là, en plus des RH, tu dois avoir des bonnes relations avec qui dans une grosse entreprise pour bien évoluer? Ça, c'est une bonne question. Et ça, je l'ai appris d'un manager il y a très longtemps. Quand tu es manager ou que tu es head of sales ou que tu es VP, qui c'est qui fait ta réputation sont tes collaborateurs. Et ça, tu y penses jamais assez. Donc, finalement, meilleures sont tes relations, pas amis-amis, amis professionnels. Amitié professionnelle, toujours dans un cadre professionnel, pas ami-ami en tant que personne. Considération, respect, capacité de les aider à bien gagner leur vie ou justement de leur montrer qu'on a de l'intérêt pour eux en tant que personne et qu'on va les aider dans leur propre carrière. Parce qu'à ce moment-là, ta réputation de manager, ta réputation va t'aider à effectivement être choisi parmi ceux qui sont capables de faire grandir la société. D'accord. C'est marrant que tu dises pas ami-ami, parce que moi, pour le coup, j'ai beaucoup d'entreprises avec qui je travaille où je suis très ami ou très amical en tout cas, avec les dirigeants, avec les clients. Et j'ai cette notion de relation vraiment qui est professionnelle et amicale. Et c'est déjà arrivé par le passé, c'est encore d'actualité, où j'ai beaucoup de soit des clients, soit des patrons, où j'étais très ami avec eux, mais dans des contextes complètement personnels. Tant mieux. Ok, c'est une meilleure chose, on va dire, d'avoir une relation ami-ami que juste professionnelle. Comment tu te positionnes un peu, toi, là-dessus? Moi, je me suis toujours positionné en relation personnelle professionnelle. Pourquoi? Parce qu'à la fin, quand on est dirigeant et qu'on a beaucoup de chiffre d'affaires à réaliser, on représente son entreprise. Et quand on représente son entreprise, à un moment donné, il y a des moments difficiles parce qu'on va avoir une crise de réalisation, de fournir un logiciel ou une solution de service qui ne va pas donner les résultats. Ou à un moment donné, on ne va pas pouvoir suivre le client qui va demander des prix toujours plus inférieurs. Donc à un moment donné, il faudra apprendre à gérer soit une crise, soit gérer un non sur le fait qu'on va devoir baisser ses prix. Donc avoir une relation personnelle, professionnelle doit permettre d'avoir des relations de confiance et de transparence. Mais si tu tombes dans l'amitié, on rajoutera trop d'émotions. Et à ce moment-là, on n'aura pas une conversation suffisamment individualisée sur représenter chacun son entreprise.
là où il faudra trouver une solution en commun, parce que la sortie de crise va se faire en commun, parce que le contrat qu'on va signer va se faire en commun. Et après, c'est chacun à son tempérament par rapport à la manière dont il opère. Mais ça, c'est la manière dont moi j'ai fonctionné avec les clients que j'ai eus. Et après, je me méfie aussi un petit peu des gens qui disent, surtout dans les grandes structures, « Ah, mon ami, mon grand ami, oui. etc. etc. » Là, c'est un peu... Parce que, est-ce que du coup, à ses amis, on peut à un moment donné leur dire « Ça va être cher, mais ça va être bien pour toi. » Parce qu'il faut savoir vendre cher. Parce que c'est toujours trop cher pour celui qui achète et c'est jamais assez cher pour celui qui vend. Donc après, c'est chacun avec sa personnalité et tout est respectable, pour autant qu'il y ait des résultats. Okay. Juste une petite... pourquoi c'est important de vendre cher? Question bête, mais juste... Pourquoi c'est important de vendre cher? Ouais. Parce qu'il me semble qu'après la croissance, on va regarder la rentabilité. Bien sûr. Par rapport à la rentabilité, on va regarder si effectivement on peut embaucher. On va regarder si on peut pouvoir investir. On va voir si on peut t'augmenter. Donc si tu fais partie des vendeurs qui vendent à pas cher, tu n'auras pas forcément une bonne réputation pour ton entreprise. C'est sûr. Voilà. Et que si tu vends cher, c'est que tu es capable de vendre la valeur. Voilà. Et la valeur, elle se paye parce qu'elle apporte de la valeur à l'entreprise. Donc le fait qu'elle paye cher, sachant qu'encore une fois, un patron des achats, il aura toujours l'impression d'acheter trop cher. Et le vendeur, il pensera que c'est jamais assez cher. Donc il faut toujours faire en sorte que les deux soient gagnant-gagnant et qu'on ait un équilibre. J'ai trouvé des clients qui ont considéré qu'ils signaient des contrats gagnant-gagnant. Et j'ai trouvé des clients avec qui j'avais signé des contrats qui, à la fin, me disaient « De toute façon, c'est quand même vous qui avez gagné. » Je trouvais ça dommage, parce que pour moi, quand un contrat il est signé, ça veut dire qu'on est d'accord. Et si on est d'accord, c'est que tout le monde y trouve son compte. Et c'est important parce que sur la durée, si on pense qu'on y trouve son compte dans un contrat signé, on va pouvoir justement avoir des relations qui sont un peu dépassionnées. Et si ces personnes avaient été des amis, ça aurait été encore plus dur de dépassionner s'il avait eu l'impression qu'il s'est fait avoir, parce que c'était au fond de lui, il avait l'impression quand même d'avoir acheté, mais trop cher. Tu as vraiment eu des cas comme ça, des clients qui t'ont dit oh bah, j'ai l'impression d'avoir perdu sur la négociation ou Ah bah pour eux, c'était un principe. Donc eux, c'était difficile de créer une relation partenaire, respect mutuel. Et finalement, les clients avec qui on a fait les plus belles affaires, qui leur ont servi dans leur entreprise, je pense notamment à des clients qui ont mis en place de l'intelligence artificielle à l'échelle pour équiper la totalité de leurs collaborateurs et de transformation de process et de permettre aussi aux clients d'avoir un meilleur service de qualité. Eux, au bout d'un moment, ils ont compris aussi que c'était important de travailler en commun. Et c'est pour ça qu'en commun, on a créé une équipe d'une centaine de personnes. Il y en avait 50 de chez nous, 50 de chez eux. Et on travaillait en commun pour faire en sorte que l'ensemble du projet des deux entreprises réussisse. Okay. Et tout le monde était gagnant. Génial. Tu vas me faire une belle transition parce que avant la question que je vais te poser là, on va partir après sur la partie négociation. Ouais. Je trouve très intéressant parce que tu as eu plein de grands comptes, c'est des relations longues qui sont particulières, que j'ai expérimenté un peu, mais pas tant, beaucoup moins que toi évidemment. Mais du coup, je pense qu'on va beaucoup parler de négociation, ça va être intéressant. Avant ça, même question que pour la partie commerciale. Ouais. C'est quoi les suggestions que tu aurais à donner à un manager commercial, soit qui vient d'entrer dans une boîte ou qui débute en fait dans sa carrière, qui est passé de très bon commercial à maintenant manager? C'est quoi les quelques conseils que tu aurais à lui donner, qu'il doit appliquer dès le début pour, pareil, être un bon manager? Un bon manager, il passe du temps à se préoccuper de la santé mentale et de la perspective de carrière de ses équipes. Génial. Voilà. La réponse, elle est parfaite, pas besoin de... Non, c'est vrai. Ok, incroyable. Et sur la partie performance ou autre, c'est vraiment juste... Alors, sur la partie performance, ça sera sa capacité à apprécier le risque qu'il va prendre en s'engageant vis-à-vis de son propre manager sur le chiffre d'affaires qu'il va réaliser tous les trimestres ou tous les ans. Pourquoi? Parce que ça, c'est sa crédibilité en tant que manager, d'être en mesure d'obtenir la performance attendue et d'être en mesure de définir que si cette performance, il l'atteint, c'est extraordinaire. S'il ne l'atteint pas parce qu'il ne la voit pas, qu'il met quand même en place des actions qui vont plus loin que ce qui était attendu ou... Non, pas ce qui était attendu. Des actions qui permettent de faire l'écart et donner un espoir qui va quand même tout faire et d'être créatif pour essayer quand même de faire son objectif. D'accord. Mais c'est vrai que néanmoins, tu as
entièrement raison. C'est la santé mentale qui agit en premier lieu. C'est vrai que si le commercial n'est pas bien dans sa tête, il ne sera pas bien dans ses chiffres non plus, je pense. Ou il ne sera pas bien dans ses chiffres longtemps, en tout cas. On est bien d'accord. Non, génial. Donc, du coup, pour parler un petit peu de la partie négociation, qui est, comme j'avais dit, très intéressante, tu as eu des deals avec BNP Paribas, Crédit Mutuel. J'en oublie beaucoup. Tu en as eu plein d'autres. Comment tu prépares une négociation de ce niveau-là, où tu es avec des C-level? Comment tu prépares tout ça? Alors en fait, tout ça, ça part déjà de... Tu as une relation existante avec des très grands clients comme ceux-là. D'accord? Donc cette relation existante, déjà, ça part par faire en sorte que dès qu'il y a des soucis dans le delivery, parce que l'informatique, on l'oublie peut-être aujourd'hui, mais tu as souvent des soucis. Tu as souvent des soucis de logiciels, d'ordinateurs qui plantent, ou de projets de service qui ne se déroulent pas aussi bien qu'il faudrait. Et justement, la force de créer cette relation sur la durée, c'est que dès qu'il y a des soucis, de quelque nature que ce soit, d'agir vite, avec réactivité, et de faire en sorte que les meilleurs, si c'est les laboratoires, ou si c'est des ingénieurs complémentaires, ou si c'est des directeurs de projets complémentaires, viennent essayer de résoudre la crise pour faire en sorte que le client, lui, il n'ait pas d'interruption de service et qu'il soit satisfait par rapport au montant qu'il a engagé. Comme je disais toujours à mes clients, et j'ai beaucoup de respect pour les clients qui s'engagent, c'est eux qui prennent le risque. Toi, tu prends un risque parce que tu vas délivrer quelque chose pour un prix donné. Bien sûr. Mais celui qui prend encore plus de risques, c'est celui qui s'engage avec toi. Parce qu'une fois qu'il est engagé, c'est un point de vue architecture informatique, type de logiciel, type de base de données, lui, il a intérêt à ce que ça fonctionne parce que lui, ses clients, ils sont vraiment au bout de la chaîne. Donc, pour revenir à ça, déjà, tu établis le fait que tu mets en place tous les mécanismes nécessaires pour qu'ils soient couverts, satisfaits sur le delivery. Donc, c'est entretenir la relation déjà existante que tu peux avoir avec... C'est mettre en place une gouvernance qui fait que régulièrement, tu recheckes la totalité des contrats en cours pour t'assurer que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, tu t'assures qu'il y a des patrons suffisamment haut placés dans l'entreprise qui comprennent que, je reviens toujours à la même idée, ton client, c'est le plus important du monde pour l'entreprise. Et c'est souvent vrai. Parce que quand un BNP Paribas ou un Crédit Mutuel, tu dois traiter des sujets de crise, de quelque nature que ce soit, il faut être sûr que tout le monde se mobilise parce que tu les résous, les crises, à un moment donné, en mettant des hommes et des femmes qui vont justement venir réparer, trouver les bugs, rédiger les fixes ou les fixes ou les compléments de programme nécessaires à ce qu'au moins on redémarre pendant un temps donné, le temps qu'on résolve la totalité du problème. Bon. Donc déjà, ça c'est la base. Mais il faut mettre en place une gouvernance. Donc tu dois déjà organiser régulièrement sur les grands projets de ton entreprise, de la relation qui existe, des relations pareilles de patron à patron, pour que ton entreprise sache que ce client est important. Et c'est normal parce que pour l'entreprise IBM, tous les clients sont importants, mais par nature, comme dans n'importe quelle société, tu ne peux pas accorder la même intensité à chacun des clients. Donc tu lui accordes de l'intensité en fonction des événements. Mais ça se prépare à l'avance. Pour que ce ne soit pas juste le feu, on arrive avec les pompiers. Non, on anticipe. Une fois que tu as fait ça, tu regardes combien de chiffre d'affaires tu dois faire ou combien on t'a demandé de faire. Et là, tu commences à d'abord être créatif en chambre. Et en étant créatif en chambre, à un moment donné, tu te définis une ambition. Juste rapidement, créatif en chambre, ça veut dire quoi? Autant pour moi, très bien. Juste... Non, c'est ça. C'est-à-dire que tu regardes tes chiffres, tu regardes s'il y a du logiciel qu'on te demande de faire, du matériel, du service, etc. Tu vois aussi que le monde évolue parce qu'IBM te dit le monde va plus dans le cloud, le monde va plus dans l'AI, le monde va plus dans la résilience, va plus dans la sécurité. Tu regardes les forces et faiblesses de tes offres qui te paraissent correspondre à ce que le client pourrait acheter parce qu'il y a peut-être déjà un concurrent, ou peut-être qu'il est en train justement d'investir énormément dans la résilience, ou peut-être que justement il est en train de lancer l'AI génératif qui vient d'arriver, etc., etc. Et donc tu travailles en équipe, collectif, au sein de ta propre entreprise, et tu essaies d'imaginer une ambition. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est très facile de rédiger des propositions quand tu ne vois pas le client. En réalité, c'est très facile, parce que tu définis ton propre ambition. Et là, tu commences à rédiger ce que tu imaginerais être un type de communiqué de presse qui serait génial si on se mettait d'accord avec le client pour faire un grand deal. Et dans ce communiqué de presse, tu dirais surtout que c'est l'intérêt du client d'avoir signé avec IBM
pour faire un grand deal sur un sujet donné ou 2 sujets donnés. Une fois que tu as cette grande ambition, tu oses la partager avec le client. Monsieur le client, peut-être vous trouverez que je passerai trop de temps à vous convaincre, mais je pense que ça va être intéressant pour vous qu'on essaie de faire un grand deal parce que vous allez avoir de la valeur. En regroupant plusieurs offres, vous aurez un intérêt financier. Et je sais qu'a priori, vous n'avez pas trop envie parce que ça va vous faire passer du temps, parce que vous allez avoir besoin de réfléchir. Mais moi, je vous annonce que j'adorerais si on pouvait annoncer ce genre de choses et qu'on mette en place une gouvernance pour véritablement, à un moment donné, vous permettre de dire oui ou non. Mais déjà, est-ce que vous êtes quand même d'accord qu'on mette en place une gouvernance pour dire oui ou non? Et comme tu as déjà une gouvernance sur la delivery, rien ne t'empêche de profiter de tes réunions sur le delivery pour de temps en temps lui glisser « Tiens, au fait, j'ai progressé dans ce domaine. Tiens, au fait, j'ai vu vos équipes, etc. etc. » Et après, tu rédiges des documents qui sont la solution, les bénéfices, l'ordre d'idée de prix, voilà. Et puis un jour, au fur et à mesure, tu crées une dynamique où le client, à un moment donné, il commence à sentir que tu lui as monté un dossier complet, un dossier de valeur. Ce n'était pas juste de la chat commercial à commercial en disant ce serait génial. Tu lui as mis un dossier de décision sur son bureau. Et ce dossier de décision, il peut apprécier si oui ou non ça a un sens. Et ce qui s'est passé à chaque fois, c'est que lui, il avait son dossier de décision. Il y avait des éléments, il a dit non, dans ce dossier de décision, j'en veux pas. Par contre, il a quand même vu qu'on ne s'était pas trompé sur un certain nombre d'éléments. Et donc, du coup, tu crées cette gouvernance sur le deal. Et à partir du moment où tu crées cette gouvernance sur le deal et que tu dis au client, monsieur, il y aura une décision de votre part à un moment donné, tu rentres dans un mécanisme de relation professionnelle où tu t'apprécies mutuellement. Alors, de temps en temps, ça ne marche pas aussi bien que prévu parce que de temps en temps, tu as un des membres du comité de la direction informatique qui dit maintenant, je vous interdis d'aller présenter ce pilier à mon patron. Parce que sur tel domaine, la sécurité, je ne veux pas travailler avec vous. Donc, à un moment donné, il faut savoir pousser. Et si la résistance va être trop forte, de dire « Ok, je vous ai compris, je l'enlève. » Voilà, donc, c'est comme ça que tu t'adaptes par rapport au fait que le patron prend une décision. Par contre, en termes de négociation, quand ça arrive sur le bureau du patron, lui, il va toujours te demander des efforts en termes de prix. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est que si jamais il a le sentiment que tu es arrivé à la limite en termes de prix, et souvent, ce n'est pas un sentiment vain, c'est un vrai sentiment, c'est parce que c'est une réalité, tu dis, bon, maintenant, ok, je vous donne cet argent, mais maintenant, vous m'en mettez plus. C'est souvent ça. Et c'est là qu'ils sont toujours très, très forts, nos amis clients qui négocient. Ok, intéressant. Et ça t'a déjà arrivé des clients qui négocient trop ou qui poussent un peu trop loin la chose ou, comment tu fais en fait en général pour arriver à recadrer, surtout que c'est des deals qui ont beaucoup de poids, beaucoup de valeur. Ouais. Comment tu fais pour recadrer un client qui va un peu trop loin dans ses demandes, dans ses efforts? Recadrer très poliment évidemment, mais comment tu fais en fait quand tu as un client qui va aller trop pousser cette chose-là jusqu'à la limite, on a l'impression qu'il veut juste essayer de voir ce qu'il peut retirer de toi au maximum. Bien sûr. Comment tu recadres un peu la situation? À un moment donné, tu dois faire comprendre que ce n'est pas son intérêt, que ce n'est pas possible de faire le prix qu'il te demande, de le mettre en perspective par rapport à peut-être ce qui se fait sur le marché, peut-être à combien tu lui as vendu, ne serait-ce qu'il y a 6 mois ou 1 an, des éléments. Donc, en 1 an, tu ne peux pas baisser de 20%. Un prix, parce que sinon ça voudrait dire qu'il y a 1 an, on lui a fait faire une très mauvaise affaire. Bien sûr. Parce que c'était une réalité, je ne pouvais pas aller plus bas que déjà faire un effort sur le prix de l'année d'avant, ou tenir en compte que le prix de l'année d'avant permettait de faire une addition au même prix que l'année d'avant, même s'il y avait un volume plus faible. Donc ça, c'est. Et puis après, dans les services, et souvent là les personnes le comprennent peut-être plus facilement, c'est que dans les services, pour avoir les meilleurs, d'une certaine manière, il faut se payer des personnes qui ont des certificats, des certifications, ou bien qui vont amener la valeur attendue. Et donc, dans les services, le salaire des personnes joue un élément majeur dans le prix de la prestation. Donc, il ne faut pas être en dehors du marché parce qu'il y a tellement de concurrence que, je dirais, c'est le marché qui fait la valeur. Mais par contre, à un moment donné, on dit, non, là, on ne peut pas parce que ça n'a pas de sens par rapport au fait que moi, je veux vous mettre les meilleurs dans votre équipe. Et puis après, il faut les démontrer que tu as les meilleurs. Donc évidemment, tu vas lui présenter des personnes qui vont le convaincre qu'il a raison de payer le bon prix.
Donc si à un moment donné, et c'est en tout bien tout honneur, le client te fait travailler, mais que lui-même il n'a pas obtenu un budget en interne, ou qu'à un moment donné il te demande quelque chose de trop bas, tu te dis c'est pas grave, et il n'y a rien de grave parce que toi, à titre personnel, tu en souffres parce que tu t'es investi, tu as envie de gagner tes affaires et c'est ta passion. Mais d'un point de vue d'entreprise à entreprise, peut-être que l'entreprise n'a pas intérêt à signer des trucs ou à délivrer des produits à des prix cassés parce que là, c'est frais de laboratoire, c'est frais de développement, c'est frais de commercialisation. Complètement. Ok, Donc, c'est toujours cette balance entre être compétitif par rapport à la concurrence, mais être cohérent par rapport au prix que tu as fait avant et par rapport au prix que tu fais toi aux concurrents de ton client. D'accord, bien. Un équilibre de 3. Et est-ce que tu aurais une anecdote de, je sais pas, ta meilleure négociation? Alors c'est dur, tu en as fait plusieurs, mais est-ce que tu as une négociation en tête avec un client en particulier où tu as très très bien réussi? Et essayer de comprendre un peu, toi de ton côté, avec le recul, qu'est-ce qui a fait que tu as très bien réussi cette négociation? Qu'est-ce que tu as mis en place? Ravi que tu me racontes juste une anecdote de ta meilleure négociation, tu vois, sur toute ta carrière. Dur, il y en a beaucoup, mais si tu en as une qui vient en tête comme ça... Elles ont toutes été tellement dures qu'elles sont toutes de très bonnes négociations. mais par contre, comment te dire, une bonne négociation, c'est une bonne négociation. Je dirais que la meilleure négociation, mais dans le bon sens du terme, c'est justement d'avoir sur Watson en 2015. Parce que on était dans un renouvellement, de mettre plus de capacité d'ordinateur, de mettre des nouveaux logiciels, etc., etc. Mais les clients, ils voulaient vraiment travailler avec nous sur la partie Watson, intelligence artificielle. Et nous, à ce moment-là, on cherchait aussi un grand client qui soit un référent. Et en même temps, voilà, moi, je ne voulais pas qu'on vende une préétude à quelques centaines de milliers d'euros pour ensuite se mettre d'accord demain. Je voulais qu'on profite de cette logique de partenariat sur la durée pour qu'on puisse nous prendre le risque de s'engager pour un montant donné et que justement, lui, il puisse dès le départ savoir que puisqu'on avait mis un certain chiffre d'affaires sur la table, il a s'assuré que pareil, on lui trouverait les meilleurs. Et c'était vrai parce qu'à partir du moment où j'avais réussi à engager IBM sur quelques millions d'euros, après, il fallait faire et les réaliser, ces quelques millions d'euros. Et ces quelques millions d'euros, ils étaient certains si on était bon. Alors que si j'avais fait une préétude, j'aurais peut-être eu 2 personnes qui seraient venues faire une préétude, puis après, il aurait fallu convaincre, etc. Donc là, je dis que c'était une très bonne négociation parce que justement, le client était engagé, moi, j'étais engagé, en tout cas, mon entreprise était engagée. Du coup, quand on a déroulé le projet, il y avait des étapes. On avait prévu des capacités pour le client de s'arrêter à un moment donné si ça ne démontrait pas le ROI ou si on ne trouvait pas les bons cas d'utilisation. On avait trouvé des mécanismes qui faisaient que même s'il était engagé sur le montant, ce serait plus sur l'intelligence artificielle, mais du coup, on trouverait d'autres projets. Bien sûr, une échappatoire. Voilà, un échappatoire, mais lui, il était quand même engagé sur le montant. Et je dis ça, c'est la meilleure négociation parce que tu sais où tu veux aller. C'est vraiment dans l'intérêt des 2 entreprises parce que c'est un grand projet d'innovation. Et en même temps, tu as la capacité de t'ajuster parce que tu peux comprendre que potentiellement peut y avoir un échec, une difficulté ou une manière de ne pas avancer aussi bien que tu l'aurais souhaité. D'accord. Écoute, merci beaucoup. C'était ma meilleure négociation. Je crois qu'on arrive presque à la fin du podcast. Ça va faire à peu près une petite heure. Déjà. Donc c'est passé super vite, punaise. J'ai regardé l'heure, j'ai fait déjà. On aurait pu continuer une heure de plus. Peut-être avant qu'on finisse, est-ce que tu aurais quelques autres éléments à venir qui te viennent en tête, toi, de ton côté, sur comment tu aimerais qu'on se souvienne de toi, sur une anecdote, une phrase qui t'inspire un peu ce que tu veux? Alors, je te remercie de me donner cette opportunité. Avec plaisir. Très souvent, dans les réunions de lancement d'année, je rappelais 3 grands principes qui me tenaient beaucoup à cœur et qui me tiennent toujours à cœur. Le premier principe, c'est un seul but, la victoire. Pour le client et pour toi en tant qu'entreprise. Donc un seul but, la victoire. Sachant que cette entreprise, normalement, en tant que patron commercial ou en tant que commercial, tu l'incarnes. Donc voilà, un seul but, la victoire. Le deuxième, c'est développer une relation personnelle, professionnelle. Donc c'est faire en sorte de créer de l'énergie et voilà, un passage d'énergie et un intérêt certain et réel avec tes interlocuteurs. Même si tout le monde ne peut pas être ton ami dans la vie, mais d'un intérêt sur ce que lui-même veut faire et pourquoi lui veut réussir et quels sont ses objectifs dans son entreprise en tant qu'individu, en tant que professionnel. Et la troisième, c'est toujours se poser cette question,
est-ce que moi j'apporte de la valeur, et quel que soit ton niveau et ta responsabilité d'entreprise, est-ce que quand je vais en clientèle, est-ce que quand je rencontre telle ou telle personne, quelle est ma valeur propre qui fait qu'effectivement, je représente bien mon entreprise, parce qu'à titre individuel, je ne suis pas juste un maillon de la chaîne, mais je suis une personne engagée et que le client va reconnaître comme étant une personne de qualité et qui va lui apporter quelque chose. Magnifique. Ben, merci beaucoup, Frédéric. C'est moi qui te remercie, un Léon. honneur d'être là et de t'avoir pendant une petite heure. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès avec tous tes podcasts. Merci beaucoup. Et une très belle carrière professionnelle dans le commerce. Et je pense que on va te donner le maximum. Tu m'as l'air bien parti. Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt. Merci, c'était super sinon. C'est passé à une vitesse. C'est très agréable. C'est si vite. J'ai vraiment plein de questions à poser en plus. C'est bon. Super, tout bon. Merci beaucoup, chef.